Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 5 de Les Grandes Sœurs avec Anne-Sophie et Marie-Dominique. Salut guys! Je suis full excitée. Comment ça va? Ça va bien. J'ai vraiment mal dormi cette nuit. Par exemple, là, genre tellement mal. J'ai dû dormir un cumulatif de genre 2 heures. Là. Fait que je suis un petit peu fatiguée, mais j'ai hâte de faire cet épisode. Est-ce que tu veux commencer avec ton quoi de neuf aujourd'hui? À moins que le fait que tu n'aies pas dormi était ton quoi de neuf. C'est clair, ça répète mon quoi de neuf. Non, en fait, j'ai un autre quoi de neuf. Oui, je vais commencer. En fait, mon quoi de neuf, guys, je dois dire que de devoir faire un quoi de neuf, c'est quelque chose de plus stressant que je pensais. Genre, sur le coup, on a eu l'idée, genre, de faire un quoi de neuf. J'étais comme, ah, c'est cute, à chaque fois qu'on s'appelle, on a quelque chose à se dire. Puis là, on a dit, j'ai la pression que, genre, ce soit quelque chose de pertinent ou de drôle ou de quoi du genre. Je pourrais pas être plus d'accord. Là, tantôt, je pensais à l'épisode, puis là, tout d'un coup, je me suis dit, oh my God, c'est quoi mon quoi de neuf? C'est quoi mon quoi de neuf? Fait que mon quoi de neuf d'aujourd'hui, finalement, j'en ai trouvé. Ben, OK, je vous explique la situation. En gros, vers la fin de la semaine, c'est là que je me suis rappelé que j'avais besoin d'un quoi de neuf. Puis là, j'ai essayé de penser à ma semaine, puis j'étais comme, oh my God, il n'y a rien de pertinent qui s'est passé. Je suis encore confinée, on passe du temps avec la famille. Finalement, le chum de la sœur à Rowan, il nous demande de jouer à Risque, genre un jeu de société qui prend comme des heures à jouer. Là. Je sais pas si vous avez déjà joué à Risque. T'as-tu déjà joué à Risque? Oui, mais... Ouais. J'avais jamais joué. J'avais jamais joué, puis j'aime pas nécessairement les jeux de société en général, puis il n'arrêtait pas de nous dire, à chaque fois qu'on joue à Reste, là, ça finit que genre la chicane pogne, puis comme, apparemment que genre pendant des années, dans la famille à mon chum, c'était un jeu qui était interdit parce que ça sème la pagaille trop, genre, puis comme tout le monde avait des histoires, la dernière fois que j'ai joué à Reste, genre il y a quelqu'un qui a flippé à la table, puis tout, puis genre, fait que là j'étais comme, oh my, ça me tente tellement pas de jouer à ça, puis ça me tente pas de devoir jouer à ça pendant 5 heures de ma journée, genre samedi, c'était hier. Puis finalement, là, j'avais pas d'histoire, puis je pense à ça, puis j'étais comme, oh, je vais jouer à Risque, même si ça va pas me tenter, parce qu'au moins, je vais sûrement avoir une histoire. Genre, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Fait que samedi matin, on commence la game de Risque, puis guys, il y a absolument rien d'intéressant qui s'est passé. Mais j'ai full aimé ça, genre, c'était tellement, je m'attendais vraiment pas à aimer ce jeu-là, justement. Puis ça n'a pas duré 5 heures, ça a peut-être duré genre comme 3h30. J'ai été la première à perdre, j'étais vraiment nulle. Mais ça l'a vraiment été le fun. Fait que finalement, tout ça pour pas d'histoire, mais au moins, je me suis fait du fun. Je suis surprise que finalement, tu aies aimé ça, parce que dans mon livre à moi, c'est trop pas ton genre de jeu, mais tant mieux, Colin. Ouais, ben moi non plus, je pensais pas, mais c'est avec des dés, genre, c'est comme un truc de chance. J'ai l'impression que j'aime pas ça quand c'est trop... Quand il y a une raison pour laquelle je peux m'en vouloir, genre, pour des trucs physiques, mettons, des compétitions physiques, je vais full m'en vouloir, puis je vais être vraiment mauvaise perdante parce que je suis comme, mon corps aurait pu faire mieux, j'aurais pu être meilleure. Mais là, c'est un truc de dé. Fait que genre, si ton dé gagne pas, t'es là, bah, c'est pas ma faute si je suis pas chanceuse aujourd'hui. Fait que dans ce temps-là, ça me dérange moins. Ouais, mais ça reste super stratégique comme jeu, là. Ouais, mais j'ai perdu la première. Fait que peut-être que j'étais pas tant stratégique, c'est ça l'affaire. Toi? Ouais. Non, moi, mon quoi de neuf, c'est que vendredi passé, j'ai fait garder mon fils pour la soirée parce que, en fait, dans les dernières semaines, Freddy, il dort vraiment pas bien ces temps-ci. Il est comme en régression du sommeil de comme 18 mois. Il est tout le temps collé après moi, puis il fait des dents. Là, il y a vraiment des grosses dents dans le fond de la bouche qui s'en viennent. Fait qu'il dort vraiment mal. Puis la semaine passée, j'étais vraiment fatiguée. Puis je pense que c'est mardi, j'ai demandé à nos parents, j'ai dit, vendredi, vous le gardez, est-ce que ça vous dérangerait de le garder pour la nuit? Parce que j'avais une occasion, on faisait un échange de cadeaux, moi puis mes amis de filles, on faisait ça tous les ans pour Noël, on se fait un échange de cadeaux. Puis là, on le faisait par Zoom, évidemment, on ne pouvait pas se voir en personne, mais on s'échangeait nos cadeaux. Puis là, je me suis dit, bon, même si Alex est à la maison puis qu'il pourrait s'occuper de Freddy, mais s'il est là, c'est sûr que je vais tout le temps être en train de m'interrompre, je vais tout le temps être en train d'aller l'aider à s'en occuper, puis ça. Puis là, j'étais full fatiguée à cause du fait qu'il ne dorme pas. Puis là, je me suis dit, tiens, on va me faire garder. Puis finalement, c'était
tellement une belle soirée. Je me suis tellement fait du fun avec mes amis. Alex aussi s'est fait du fun avec ses chums à lui de son bord. Je me suis couchée, j'ai bien dormi. Puis le lendemain, j'étais tellement reposée que tout le reste de la fin de semaine, j'ai tellement passé une belle fin de semaine avec mon garçon parce que j'étais full plus comme disposée à passer du temps avec lui. Fait que bref, faut pas se sentir mal des fois de prendre une pause puis de faire garder nos enfants, même si des fois tu te dis « OK, j'ai travaillé toute la semaine, puis là, je l'envoie encore. Quel genre de mère je suis? » Ben non, j'ai été une bien meilleure mère depuis parce que j'ai pris du temps pour moi vendredi soir. Fait que ça fait du bien. Ouais. Ah, ben tant mieux. Ça veut dire que là, papa-maman, ils vont le garder toute la semaine prochaine. Non, All right! Fait que là, est-ce que tu nous annonces c'est quoi le sujet du jour? Aujourd'hui, on parle de 8 choses que la société impose aux femmes. Donc, on a trouvé 8 affaires, 8 concepts, 8 idées, 8 patentes qu'on se rend compte avec le temps que c'est la société qui nous impose puis qui fait que ça influence notre vie, pas nécessairement positivement, mettons. Encore une fois, on refait un disclaimer, c'est pas que les hommes ont pas de double standard ou de problème de société dans la société comme ça non plus. C'est vraiment juste parce que nous, on est des femmes, puis sûrement que la plupart des gens qui vont écouter sont des femmes. Fait que c'est pour ça qu'on focus là-dessus. Là. Mais ouais, on parle de ce qu'on sait, mettons. Ouais. All right. Okay. Donc, première chose que la société impose aux femmes, l'idée qu'il faut qu'on reste jeune. Ah! J'avais oublié que c'était ça le premier. Oh my God, ça me rejoint. Je sais pas si tu voulais commencer à dire quelque chose. Vas-y. OK. Guys, OK, j'ai 26 ans, OK, puis je sais que peu importe ce que je vais dire, je sais que je suis encore jeune, OK? Je veux vraiment pas sonner comme si je suis vieille, même si j'arrête pas de dire que je suis vieille, là. Je suis au courant que je suis pas vieille, mais ça, c'est un des concepts, justement, de la société qui essaie de nous rentrer ça dans la tête, qui m'a rentré fort, genre depuis l'année passée, depuis que j'ai tourné 25 ans, en fait. Donc, je pense que j'ai déjà mentionné mes problèmes de peau dans les épisodes d'avant. Pour ceux qui ne savent pas ou qui sont nouveaux, je fais de l'eczéma beaucoup. Puis, ça s'est développé dans mon visage pendant la dernière année, depuis que j'ai 25 ans. Puis, ça l'a tellement changé mon visage. Ça m'a donné énormément de rides en dessous des yeux, surtout parce que je me gratte tellement. Genre, parce que, tu sais, l'eczéma, ça pique tout le temps. Fait que je me suis tellement grattée. Puis, un matin, je me suis juste réveillée. Puis, je me suis rendu compte que j'avais des rides. Genre, puis ça m'a tellement perturbée. Puis encore à ce jour, genre, je travaille vraiment fort. Je suis sûre qu'on pourrait faire un épisode complet sur la vieillesse, là, mais c'est... Ben, pas la vieillesse, c'est tellement... La vieillesse! Non, pas sur la vieillesse, sur l'idée de vieillir. Parce que c'est ça l'affaire. La société nous impose vraiment de devoir continuer à avoir l'air jeune le plus longtemps possible. Puis ça, c'est surtout pour les femmes. Parce que les hommes, vieillir, c'est beau. Un monsieur avec des cheveux poivre et sel. Puis, tu sais, un homme qui vieillit, puis tout ça, ça donne full du charme. Quand on écoute des films, il est donc ben beau, George Clooney, puis Robert Redford, puis tout ça. Mais comme tel, nous, les femmes, c'est pas du tout valorisé, le fait de vieillir. Ne serait-ce que par toutes les crèmes qui se vendent anti-rides. Ayez l'air jeune, le Botox, le gros kit. Oh my God, c'est tellement vrai. Puis en fait, tu parles de les acteurs, comment que c'est plus bien vu des vieux acteurs que des vieilles actrices. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi, même parmi tant d'autres, là, mais pourquoi moi ça me touche, c'est parce que j'aimerais ça être dans des films à un moment donné. Tu sais, genre, je fais plus de scènes que de télé, mais j'aimerais ça. Tu sais, mon grand rêve, ça serait d'être une star hollywoodienne. Puis toute ma vie, en fait, je me rappelle avoir écouté comme des shows genre High School Musical, puis juste plein de shows de télé, Hannah Montana, Wizards of Waverly Place, c'est tout le temps des jeunes qui jouent ça, puis ils sont tout le temps à l'école, ou bien, il y a tellement de films dans lesquels c'est des jeunes qui sont à l'école au secondaire, puis ça faisait partie de mon rêve d'être actrice, c'était que je voulais être dans un film où est-ce que je joue comme une jeune secondaire, puis je pense que quand ma face, elle a commencé à vieillir, on aurait dit que ça m'a genre frappé de faire comme tu pourras pas faire ce rôle-là que tu as toujours voulu faire. T'sais, oui, ça se pourrait que, je vais pas, je veux dire, il y a des gens de n'importe quel âge, dans n'importe quel film, il faut des gens qui jouent des madames de 98 ans quand ils en ont besoin, t'sais. Mais on aurait dit que c'était le fait que genre ce rêve-là parte de moi, genre je sens s'éloigner, genre ça m'a fait de quoi?
Mm. Mais tu vois, j'ai fait quelques recherches justement, puis à Hollywood, l'âge moyen des femmes qui ont un rôle principal dans un film est jusqu'à 10 ans plus jeune que la moyenne d'âge des hommes qui ont un rôle principal dans un film. Fait que ça dépend de l'année, là, mais quand tu regardes, mettons, les statistiques, là, en général, les femmes, pour avoir un rôle principal dans un film, ils vont presque toujours être plus jeunes que les hommes. Puis c'est quoi en moyenne ce nombre-là? Juste par Ben, pur intérêt de me détruire mon self-esteem. Mais je regardais, puis évidemment, tu sais, ça varie selon les années, parce qu'ils font des moyennes par année. Puis la moyenne des femmes tournait autour de 30, puis la moyenne des hommes autour de 40. OK, intéressant. Et ce que ça montre, puis d'un côté, c'est que là, il y a plein de monde qui vont dire, hey, on s'entend-tu que Hollywood, c'est pas juste ça dans la vie, c'est pas tout le monde qui aspire à être des actrices comme toi, mais on s'entend-tu que Hollywood, c'est ça qu'on voit. C'est eux autres qu'on suit sur Instagram, c'est eux autres qu'on voit à la télé. Fait que, comme tel, si tout ce qu'on voit, c'est des jeunes femmes à la peau parfaitement lisse, puis c'est pas des femmes matures qui savent ce qu'ils veulent, ben, c'est ça qu'on pense qui est un idéal. Au même titre que quand on voit des filles minces à la télé, on veut être mince comme eux autres, tu sais. Ben oui, puis surtout, je pense, le premier exemple que je pense, c'est J-Lo, Jennifer Lopez. Genre, tu sais, oui, tu vas voir une femme vraiment successful, qui a du succès, genre, puis qui est plus vieille, elle a quoi, presque 50 ans? Mais sauf que c'est la seule exemple qui est là, elle a l'air d'avoir 25. Tu sais, comme elle a tellement une belle peau. Je suis comme, OK, fait que dans le fond, il faut vraiment avoir l'air jeune. Peut-être que l'âge importe peu, en autant que tu as l'air d'être dans la vingtaine. Tu sais, c'est comme, dans le fond, c'est pas mieux, là. C'est ça. C'est ça. Fait que je pense qu'en général, il y a beaucoup, beaucoup de valeur. Puis on s'entend, là, l'industrie de rester jeune, c'est des milliards de dollars. Si on ne se faisait pas faire croire qu'il faut avoir l'argent, tout l'argent qu'on économiserait sur des crèmes rajeunissantes puis du Botox, apparemment que la moyenne d'âge pour avoir du Botox maintenant est beaucoup plus basse qu'avant. Hein? Il y a beaucoup de jeunes femmes qui commencent à en avoir dans la vingtaine. C'est pas une affaire de vieille madame, ça là. Tu sais, puis je suis pas en train de juger celles qui choisissent de le faire, mais cette pression-là que tu ressens, qui te fait choisir d'avoir du Botox à l'âge de 22, 24, 28 ans, et viens pas me dire que c'est pas parce que la société nous dit qu'il faut pas qu'on ait l'air jeune. Ah non, ça c'est tellement vrai. Il y a tellement de monde. Ben, c'est comme un peu les lip fillers aussi, là, les gens qui se font grossir les lèvres. J'ai l'impression que le Botox, oui, c'est pour avoir l'air plus jeune, mais en même temps, le monde utilise ça quasiment pour changer leur apparence. Il y a du monde qui peuvent se mettre des injections, mettons, dans les joues ici ou se faire enlever du gras là. Puis oui, le Botox en général, c'est pour avoir l'air jeune. Puis c'est vrai que il y a du monde qui ont dans la vingtaine qui ont ça pour avoir l'air plus jeune. Mais en même temps, c'est tellement rendu populaire puis normalisé que le monde a ça, pas juste pour avoir l'air jeune, mais juste quasiment parce que c'est le truc cool à avoir ou, tu sais, juste pour changer ton visage un tout petit peu, genre. Fait que c'est comme un standard de plus auquel il faudrait qu'on se plie. Puis que justement, tu sais, à la télé, on est capable de penser de plein d'acteurs qui sont vraiment hot, mais des actrices plus âgées. À part Meryl Streep, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça. En fait, La maturité a une valeur, puis pour les femmes, mais pas aussi grande que chez les hommes. ouais. Ouais. Le seul truc que je pourrais penser que, mettons, les femmes plus vieilles, c'est cool, c'est, mettons, quand c'est à la mode des cougars puis les MILF, là. Ben, c'est drôle que tu parles de que ça nous amène quasiment à notre deuxième point, ça. OK, vas-y. Notre deuxième raison que la société impose aux femmes, quand on parle du fait qu'être une cougar, c'est une femme plus âgée qui a un chum plus jeune ou des choses comme ça, mais la société nous impose aussi beaucoup de standards par rapport à la sexualité, qui sont différents entre les hommes et les femmes. Fait que, tu sais, une cougar, c'est vu d'une façon, puis c'est pas perçu de la même façon qu'un homme plus vieux qui a une blonde plus jeune. Puis peut-être que c'est vu d'un meilleur œil, mais c'est à peu près la seule chose qui nous avantage, si on veut. Là. C'est vrai que, ben, d'un peu, fait que ce que tu veux dire, c'est, mettons, quand les gars qui couchent avec plein de filles, c'est bien vu, puis une fille qui couche avec plein de gars, c'est une slut, genre? C'est dans ce genre-là? Ouais, ben, tu sais, la sexualité, un gars, c'est une bonne affaire, faut qu'il couche avec plein de monde, mais une fille, par exemple, c'est une fille facile. T'sais, mais on s'entend-tu, là, pour qu'un gars ait 10 partenaires dans sa vie, je ne sais pas avec quelle fille il va coucher. Il y en a qui doivent coucher avec bien du monde parce que sinon, nous autres, les femmes, mais non, il ne faut pas avoir trop de partenaires, là, sinon, trop facile.
C'est tellement vrai. Mais ça me fait penser... C'est pas drôle tout, là. Ben, c'est drôle, mais c'est parce que c'est mon chum qui a dit ça, mais clairement, il disait ça en joke parce que c'est pas ça qu'il pense du tout, là. Mais il m'avait dit, ouais, mais Anso, c'est parce que une clé qui ouvre plein de portes, c'est une bonne clé, mais une porte qui se fait ouvrir par plein de clés, c'est pas une bonne porte. J'étais comme, dude, non, genre. Mais tu sais, il disait ça clairement en joke, mais ça reste qu'il y a plein de monde qui pense ça pour vrai, genre. Et la femme étant la porte, la serrure, puis l'homme étant la clé, là, si vous n'avez pas compris. Non, clairement, puis je pense que s'il n'y avait pas une aussi grande valeur qui était apportée, qui était mise sur la virginité d'une femme, puis sur sa pureté, des choses qui, comme telles, dans notre société d'aujourd'hui, on penserait que, ben là, comme on a passé par-dessus ça, c'est plus vrai qu'il faut être vierge quand on se marie, des choses comme ça, mais ça reste qu'après ça, tu te fais voir différemment, tu te fais traiter différemment, le monde te juge différemment quand tu as eu plusieurs partenaires sexuels à place de moins. OK, bon, ben, point 3 d'abord. Oui, je suis prête. Une chose que la société impose aux femmes, c'est toute la culture de la diète et l'idée qu'il y a un corps idéal. Ça, c'est tellement populaire en ce moment. Ben, populaire dans le sens où que le monde se rend compte de plus en plus de ce problème-là. Puis je pense que la nouvelle génération, surtout, fait vraiment de la bonne job, genre pour pas se juger autant que nous. Mais j'ai l'impression que d'avoir grandi avec les médias plus conventionnels comme la télé, hein, puis les magazines, ça a tellement été quelque chose de toxique pour tellement de générations, je pense. Oui, c'est ça. L'idée qu'il y a un certain corps parfait, on s'entend, ce corps parfait-là change, hein? De décennie en décennie, d'année en année. C'est pas la même chose qui est en mode, c'est pas la même chose qui est sexy, c'est pas la même chose qui est désirable, mais en tant que femme, il faut être capable de continuer, d'être au goût du jour. Fait que si l'année passée, il fallait être mince puis pas de courbe, ben parfait, mais si l'année d'après, ça te prend des grosses fesses puis des gros seins, ben arrange-toi. Ben c'est ça, je comprends pas qu'on est censé, genre, suivre ça. Tu sais, il y avait une de mes amies, justement, elle avait vraiment des grosses, plus des courbes, là, genre, surtout comparé à moi, que je me rappelle, j'étais comme, ouais, ça faisait pas partie de ma réalité. Elle avait vraiment des grosses lèvres, puis elle a été bullied, elle a été intimidée pendant toute sa vie, genre, depuis longtemps qu'elle se rappelle, parce que justement, elle avait des courbes, puis parce qu'elle avait des grosses lèvres, puis le monde riait d'elle, puis tu sais, c'était tout le temps là-dessus qui l'intimidait. Puis maintenant, genre, elle a tout qu'est-ce que la société voudrait que tu ailles en ce moment chez une femme. Mais tu sais, sa confiance en elle, genre, c'est comme... Toute ma vie, on m'a dit que j'étais laide à cause de ça, puis là, je suis censée, genre, magiquement, comme, m'aimer comme ça, puis m'apprécier. Tu sais, c'est comme... C'est tellement plus que ça, c'est mental, en fait. Puis tu sais, quand tu y penses, là, les standards de beauté, comme qu'on dit, qui changent tout le temps, c'est même pas qu'ils changent, c'est le fait aussi que ce soit différent dans différentes places dans le monde, genre. Différentes cultures, oui, c'est vrai. Parce que juste la couleur de peau, nous, ici, c'est à la mode, OK? Il faut se faire bronzer, puis des crèmes bronzantes. Mais nous, quand on va voir notre famille au Vietnam, ils nous cachent du soleil parce que, oh, on est blanche, on est tellement belle. Eux, l'industrie là-bas, les crèmes blanchissantes, ça fait des milliards de dollars par année parce que eux, ils veulent être plus blancs. Et nous, on veut montrer que on est riche, puis on est capable de se payer des vacances pour bronzer, mais eux autres, au contraire, ils travaillent au soleil à journée longue. Fait que pour eux, d'être riche, c'est d'être capable de rester à l'intérieur puis de rester blanc. Mais t'es comme, d'où vient cette idée-là? C'est des standards qui sont quasiment impossibles à suivre, puis ça ne prend pas en compte certaines affaires. Tu sais, ça ne prend pas en compte tellement d'éléments qu'on n'est pas capable de changer chez nous, mais les industries aussi, il y a plein de compagnies là, qui comptent sur le fait qu'on va rester insécure et qu'on va vouloir avoir l'air d'une certaine chose. Ben c'est ça, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Puis c'est pour ça, en fait, que ça prouve à quel point c'est un construit de la société, puis que c'est pas... On n'est pas avec ça. Parce que, genre, si justement on était né au Vietnam, on aurait sûrement tout le temps pensé ça. Mais là, vu qu'on est né ici, on pense différemment. Aussi, je pense que ce qui est difficile, c'est que oui, le corps idéal change, mais justement, ça prend ça. Oui, ça prend des courbes, mais ça prend les courbes à la bonne place. Fait que, rendu là, tu as plein de monde qui, oui, vont avoir des corps
différents, de différentes formes, mais finalement, oui, OK, tu as des plus grosses fesses, des plus gros seins, ah, mais tu as un plus gros ventre aussi, tu as des plus gros bras, puis ça, c'est pas beau. Non, 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 il faut que tu aies une mini-taille, tu sais. Fait que finalement, c'est quasiment impossible de répondre à tous les critères, là. Ouais. Mais moi, là, ce que je me demande, là, c'est que là, on parle justement de, tu sais, avoir des courbes à bonne place, puis comme, il y a tellement de monde, encore une fois, on parle d'injection tantôt, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui ont des Brazilian butt lift, genre qui se font des injections dans les fesses, que ce soit comme une liposuction, puis qu'ils se le font mettre dans les fesses, ou juste des injections de je sais pas quoi, ou des implants. Mais c'est tellement la mode en ce moment, puis je me dis, quand ce sera plus la mode, dans genre 5, 10, ben sûrement moins que ça, mais mettons 5 ans, là, qu'est-ce que ce monde-là va faire? Genre, qu'est-ce que tu te le fais enlever, j'imagine, mais j'ai l'impression que, tu sais, premièrement, on dépense tellement d'argent, puis on met notre corps à travers tellement des trucs ridicules pour qu'au final, genre, ça sert, pas que ça sert à rien, parce que si c'est ça qui te fait te sentir bien dans le moment, ça va, mais comme, tu sais, j'ai tellement l'impression que c'est pas nécessaire. Fait que Oui. Mais c'est ça, puis c'est parce que justement, d'un autre côté, justement, on ne veut pas juger les gens qui le font parce que c'est vrai que si ça peut vraiment améliorer ta vie, ben tant mieux. C'est juste parce que si justement la société ne nous imposait pas cette façon de voir les choses-là, on ne sentirait pas le besoin d'avoir à le faire de tout d'abord, tu sais, in the first place. On aurait, tu sais, c'est ça. Si on n'avait pas ces idées-là imposées en grandissant de nos parents, de la société, du monde autour de nous autres, de l'école, de ce qu'on voit partout, mais c'est pas vrai qu'on aurait besoin, on sentirait besoin de le faire. Fait que, rendu là, on peut pas blâmer les gens d'avoir grandi avec quelque chose qui leur est rentré dans la tête aussi profond. Là. Fait que c'est pour ça que les choses que la société impose aux femmes, on s'en rend pas nécessairement compte. Là. Ben non, c'est ça. Moi, je pense que personnellement, j'ai toujours voulu des faux seins. Ben, j'ai pas toujours voulu des faux seins, j'ai toujours voulu avoir plus de seins. OK? Sûrement plein de monde qui sont dans le même bateau. J'ai toujours trouvé que j'avais des minuscules seins, puis je voulais des faux seins pour avoir des. Puis ça fait un bout que justement, je me dis, bon, mais c'est sûr que je veux pas. J'ai trop peur des complications. Genre, je voudrais pas, genre, payer de l'argent pour au final avoir des faux seins puis qu'il y ait quelque chose qui se passe pas bien puis que finalement, j'ai fasse enlever puis que je regrette de pas m'avoir aimé au début comme ça, blablabla. Mais l'autre jour, j'écoutais une YouTuber que ça faisait... J'écoutais comme quand j'étais vraiment plus jeune puis je suis juste retombée sur une de ses vidéos puis j'étais là, oh my God, elle a des faux seins! Fait que j'allais voir sur Instagram pour voir si ça faisait longtemps puis tout. Puis je sais pas pourquoi ça m'a remis dans un espèce d'espace mental où est-ce que j'étais comme j'aimerais ça, avoir des faux seins. Genre, tu sais, je me dis, pourquoi pas? Genre, il me semble que, tu sais, si c'est ça le truc qui fait que je me sens à 100% bien dans ma peau, puis que, genre, je peux porter toute la neige que je veux, puis que, tu sais, je me trouve sexy tout le temps, puis tout le kit. Puis je suis retombée encore dans cette mentalité-là que j'ai eue pendant longtemps, que j'étais comme... j'ai juste vraiment reconsidéré, genre, à 100% pendant 10 minutes de ma vie. J'étais là, ouais, je pense que ça pourrait être quelque chose que je fais, genre. Puis après ça, je me suis rendu compte de ce que je faisais, puis j'étais comme, non, c'est pas ça le but. C'est que, c'est oui, il y a du monde qui vont le faire pour se faire sentir mieux, puis je comprends totalement ça, parce que justement, je suis la première qui aurait voulu ça. Puis en même temps, je me dis, je pense qu'il y a moyen que je travaille sur moi-même de d'autres façons pour atteindre cet espace mental-là sans avoir à avoir des faux seins. Genre, fait que j'ai été obligée de me rasseoir en tant que ma propre petite sœur, en tant que grande sœur. Ma grande sœur, c'est wink, wink. Puis de me dire, genre, c'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin juste de travailler sur ton image de toi-même, ton image corporelle, plus mentalement, puis de me réconforter comme ça. Fait que c'est vraiment facile de tomber dans la spirale, justement, de tout ça, là, dans la pression sociale, puis tout. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça. Je savais que ce point-là allait nous amener quand même sur une longue tangente. Là. Mais c'est ça. La culture de la diète, là, ça rapporte tellement d'argent, c'est sûr que ces compagnies-là, ils ne veulent pas qu'on se mette à semer pour vrai. OK. Bon. Maintenant, le point numéro 4 des choses que la société pose aux femmes, un petit peu plus léger cette fois-ci, c'est la taxe rose. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, la taxe rose, mais c'est l'idée que les femmes, en général, vont payer plus cher pour plusieurs produits essentiels parce qu'ils sont mis sur le marché pour être intéressants pour les femmes. Je donne un exemple. Un rasoir pour femme versus un rasoir pour homme, ça fait la même affaire, ça coupe la même affaire, c'est pour
enlever le même poil, ou peut-être pas exactement le même poil, mais on s'entend, ça a la même fonction, mais parce que le nôtre est rose, puis parce qu'il y a une photo de déesse dessus, ben le nôtre va coûter 33% de plus. Sais-tu, 33%, c'est un... C'est un chiffre que je dis comme ça, là, parce que c'est pas la même chose pour tous les produits, mais il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années aux États-Unis qui montrait qu'une femme allait dépenser en moyenne 1 000 $ de plus par année pour des choses du genre une brosse à dents rose, puis un rasoir rose, puis des affaires comme ça, pour aussi des produits hygiéniques, on s'entend, mettons, des serviettes sanitaires puis des tampons, que les hommes. 1000$, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Puis en même temps, je me dis, je dépense tellement plus que ça. Mais moi, je pense que c'est devenu populaire, en fait. En tout cas, moi, quand j'en ai entendu parler de la taxe rose, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a fait que le monde en a parlé, mais c'était un stylo Bic qui était sorti. C'était genre le stylo de la même sorte que les stylos qui font, le Bic, la sorte de stylo. Puis comme il l'avait fait en rose, puis ça disait pour elle dessus, genre le stylo pour elle. Puis le crayon, je sais plus, il était comme 2$ plus cher, genre, puis c'était comme la grosse affaire pour tout le monde, genre. Ouais. Mais je pense que ça part du fait que les femmes ont besoin de quelque chose de différent. Puis justement, ce qui est drôle, parce que ce qu'on répète, c'est le rose, le rose, le rose. Puis rendu là, n'importe quel homme va dire ouais, mais t'es pas obligé d'acheter le rose, t'as rien qu'à prendre l'autre. C'est vrai, là, il n'y a rien qui nous oblige. C'est juste parce qu'on est tellement conditionnés à partir d'un jeune âge qu'il y a des choses qui sont pour les gars, puis il y a des choses qui sont pour les filles, que tout vient de là. Sais-tu pourquoi qu'il y a des couleurs de gars et des couleurs de filles? D'où ça vient? Non, j'ai aucune idée. C'est notre société de consommation qui est partie de même. Parce qu'on s'entend, là, il y a genre 150 ans, ou je ne sais pas combien d'années, remarque, là, tu sais, des enfants, ça portait tout le même linge, c'était tout du blanc, puis tout ça. Puis, à un moment donné, les compagnies se sont dit, OK, peut-être pas là. Comment qu'on va faire pour faire plus d'argent? Là, ils se sont dit, mais si on fait des choses différentes pour les gars puis pour les filles, mais après ça, quand tu as des enfants qui ne sont pas du même sexe, ben, tu n'as pas le choix de tout racheter. T'es sérieuse? Si tu as tout le temps des vêtements blancs pour tes enfants ou des vêtements qui, les couleurs, on s'en fout complètement, mais ton petit garçon puis ta petite fille qui va arriver 2 ans plus tard, ben, ils peuvent porter exactement les mêmes vêtements. Tu dépenses bien moins. Mais si on veut faire plus d'argent, bon, on va en sortir une ligne qui est rose, puis on va faire penser au monde qu'il y a rose pour les filles. Puis on va sortir une ligne en bleu, puis avec des trucs dessus. Puis on va dire que ça, c'est pour les garçons. Fait que là, ben, quand tu as des enfants de sexe différent, il faut que tu te rééquipes au complet. Mais non, mais les compagnies sont tellement intelligentes parce que ça fonctionne tellement. Je me dis, quand est-ce que le monde a commencé à genre croire ça? Mais ça fonctionne vraiment. Moi, je l'achèterais, le crayon rose pour 2$ de plus. J'aime ça le rose. Je suis comme, tu sais, dans un sens, oui, c'est un problème. Puis dans un autre sens, je suis comme, ça me dérange pas. Je préfère qu'un crayon rose qu'il l'aille pas. Mais c'est vrai que c'est pas C'est que si tu n'avais pas grandi dans l'idée que rose, c'est plus pour les filles, puis en tout cas, rendu là, c'est bien correct, OK? Je dis pas que les filles, on n'a pas le droit d'aimer ça, le rose. Tu sais, clairement, on a le droit d'aimer la couleur qu'on veut. C'est juste parce qu'on s'en rend pas compte qu'on s'est pas fait donner ces choix-là quand t'es petit. Tu sais, des fois, t'es comme, ben non. Mais c'est sûr, moi, j'aime ça. J'aimais ça, jouer avec des Barbies. OK? Tu t'es-tu fait offrir d'autres choses? Qu'est-ce qui te dit que tu n'aurais pas choisi des jouets de gars à la place si on te les avait offerts quand tu avais 4 ans? Tu dis ça, là, ça me fait penser, en plus, j'ai dit ça à Rowan l'autre jour, à mon chum. On a, on a-tu déjà eu des Barbies? Moi, je me rappelle pas avoir joué avec des Barbies jusqu'à ce que je jouais chez des amis une fois. Puis on a joué avec des Barbies. J'avais comme peut-être 12 13 ans, puis il y avait une petite soeur plus jeune. Genre, fait qu'on a joué avec des Barbies, puis j'étais comme, attends un petit peu, là, j'ai aucun souvenir d'avoir joué avec des Barbies. On n'avait pas ça. On n'avait pas de tracteur non plus. En fait, on n'avait juste pas de jouets, je pense. Tu n'avais pas vraiment de jouets, non, c'est vrai. Non, mais j'en ai eu des Barbies, mais j'étais plus vieille, par exemple. J'étais quand même plus vieille. Je n'ai pas joué avec longtemps, mais pour moi, j'ai eu des Barbies quand j'avais l'âge de genre 10 11 ans, puis j'ai arrêté de jouer à 13. Là, j'ai quand même joué plus vieille, mais on n'en avait jamais eu avant. Puis j'étais où, moi? Ben, il faut croire que ça faisait juste pas partie de mes intérêts, déjà. Mais c'est ça, fait que ça prouve encore une fois justement que quand tu grandis avec quelque chose, ben ça devient ton habitude puis le standard. Puis fait que ça commence pas. Oh, excusez, je vais pas dire de mauvais mots. Fait que ça commence jeune, cette affaire-là. Le conditionnement, puis comme c'est la société qui nous dit des trucs. Ouais. Puis justement, même en tant que parent, des fois, tu sais, moi, on s'entend, là, mon fils, c'est tracteur. Le premier mot qu'il a dit dans sa vie après papa et maman, c'est tracteur. Fait que
Là, on dirait que c'est un intérêt que je n'y ai pas imposé. OK, moi puis mon chum, il n'y a rien qui nous intéresse moins que de la mécanique. Là. Ça donne juste de même. On n'est juste pas du monde qui aime ça, des autos, puis des motoneiges, puis des 4 roues. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. On n'aime pas ça. Mais lui, il capote. Mais là, c'est drôle, hein? Qu'est-ce qui envahit maintenant sa garde-robe qu'avant, j'essayais tellement de garder neutre? Ah ben là, il y a des pyjamas de tracteur, puis il y a des camions de pompiers dessus. Puis comme tel, c'est correct parce que c'est ça son intérêt. Mais juste pas que je tombe. Puis ça serait facile dans l'idée que ben, c'est juste ça qu'il aime, puis pas lui offrir une poupée. Parce que justement, pour Noël, il y a eu une petite cuisinette. Une cuisinette, voyons, c'est pour les filles. Ah ben non, il aime beaucoup ça, faire la vaisselle. Mais tu sais, c'est pas problématique, ça. On va pas faire ça dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pas problématique, mais la semaine passée, sur la page Facebook de Jeune Maman, il y avait une maman qui disait une cuisinette pour mon fils, c'est oui ou non? Puis elle posait la question à la communauté Facebook parce que son chum, lui, n'était pas d'accord. Il voulait pas qu'elle achète une cuisinette pour son garçon. Oh my God. Non, mais ça, c'est ce monde-là, justement, là. C'est ce monde-là qui est... Ben non, parce que justement, on parle que c'est la société. J'allais dire, c'est eux le problème. Ben non, parce qu'encore une fois, c'est la société qui fait qu'il y a du monde qui pense ça. Exactement. Puis rendu là aussi, tu sais, justement, des couches lavables. Nous, on a des couches lavables, fait qu'il y a des super de belles couleurs, des belles affaires. Puis, ben moi, regarde, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui sont roses, des couches, il y en a qui ont des fleurs dessus. S'entend, là, tu mets des pantalons par-dessus. Fait que mon garçon, il n'y a pas toujours des motifs qui seraient traditionnellement vus pour des garçons, mais il y a des mamans qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça avoir une fille pour pouvoir mettre une couche fleurie à mon garçon parce que leur chum, ça les dérange. » Puis rendu là, tu dis, il faut être capable de respecter le fait que ça les dérange, mais il faut être capable de challenger les gens parce que c'est pas juste pour nous, aux femmes, de se rendre compte de ça. Ce qui est important, c'est que les hommes aussi soient confrontés à ça, puis qu'eux autres soient confrontés dans leur masculinité, puis de dire, pourquoi est-ce que ça me dérange que mon fils ait une couche avec une fleur dessus? Fait qu'en ce moment, nous autres, c'est ça, là. T'sais, toutes ces choses-là, c'est pour nous à le réaliser, mais toutes les femmes de la Terre pourront le savoir. Si les hommes sont boqués puis ils ne veulent pas l'entendre, ça ne changera pas non plus. Fait que, tu sais, je suis pas en train de pointer du doigt, là, mais c'est jamais quelque chose de juste un côté. Mais ça, c'est la taxe rose pour vous. Oui, il y a 2 secondes. OK, on va en faire un plus léger. Puis on est comme... Okay. Numéro 5, oh mon Dieu, ça y est, on est déjà genre sur nos grands chevaux, puis là, je suis comme, oh non, le numéro 5, c'est le pire. J'ai hâte d'entendre ça si c'est le pire. Moi, te dire si c'est le pire. Non, pas le pire. C'est là que moi, j'ai plus de choses à dire. Une des choses que la société impose aux femmes, c'est la maternité, le fait de vouloir être mère, puis une fois que tu l'es, d'être une bonne mère. Puis qu'est-ce que c'est être une bonne mère? Puis une fois que tu es mère, de retrouver ton corps d'avant et de rester jeune et zen et posée. Donc, mais il y a comme 5 points dans ce point-là. Là. La maternité en général. Mettons qu'on lui donne un titre, là, point 5, est-ce qu'on impose aux femmes la maternité et tout ce qui vient avec? OK, je vais te laisser commencer parce que clairement, tu as plus d'expérience avec ça que moi. Mais je pense que c'est ça. Premièrement, si on va genre à la source, on s'attend, la société s'attend à ce que les femmes veuillent avoir des enfants. Premièrement. Il faut que ce soit naturel. Il faut que tu aies envie d'être une mère. Si ça ne te tente pas, c'est donc bien bizarre. Moindrement que tu as un chum, moindrement que tu es dans une relation sérieuse, tu t'es acheté une maison, tu t'es marié, c'est pour quand les enfants? Puis c'est souvent vers la femme que ça se dirige. Parce que l'homme, ils vont se regarder entre eux autres puis ils vont faire « Ouais, les enfants, pauvre toi! » C'est tellement vrai, hein? C'est tout le temps les femmes qui se font demander. Puis les enfants, c'est comme on a besoin d'être 2 là-dedans. Là. Puis c'est parce qu'il faudrait être 2 pour s'en occuper aussi. Mais encore une fois que tu en as des enfants, il y a beaucoup du poids de s'occuper des enfants puis de les élever qui tombe sur la femme. Puis ça, c'est vrai qu'il s'est rendu différent. Maintenant, la femme s'est rendue beaucoup plus normalisée de retourner sur le marché du travail. C'est bien correct, les hommes s'en occupent. C'est beaucoup moins pire que ça l'était. Mais quand même, il y a beaucoup de pression à être une bonne mère. Puis il y a une observation que j'ai faite il y a quelques temps, puis je l'ai dit à mon chum. Mon chum passe beaucoup, beaucoup de temps, il s'occupe beaucoup de notre garçon, il est vraiment bon avec lui. Mais surtout quand il était nouveau-né, tout le monde il disait tout le temps « Ah, t'es tellement un bon papa, tu t'en occupes tellement bien, t'es donc bien un naturel, wow, t'es donc bien bon. » Puis là, ils se retournent vers moi puis ils me disent « C'est un bon père, hein? Il fait bien ça, il est donc bien bon. » Puis j'étais 100% d'accord et je suis encore 100% d'accord que mon chum est un bon père. Mais j'ai jamais entendu personne
regarder mon chum et dire « Hey, bonne ta blonde, hein? Elle a le tour avec le petit. C'est donc bien une bonne maman. » Non. Ça, par exemple, là, si moi je suis bonne avec mon enfant, c'est pas quelque chose qu'on va remarquer, c'est pas quelque chose qu'on va dire. Puis encore une fois, je veux pas que ça sonne comme si genre j'étais jalouse de mon chum ou quoi que ce soit. Ah non, je suis très contente du lien qu'il y a avec mon fils. Non, mais ça prouve que la société s'attend à quelque chose. Genre, toi, tu es censé être bonne, puis c'est ça, le minimum que tu peux faire, c'est d'être excellente et tout le temps là avec ton enfant. Puis les hommes, la barre est tellement basse que moindrement que le père est là un petit peu puis donne l'attention. Oh my God, le père, il aide full. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Imagine les deux situations suivantes. Une mère va au parc avec ses enfants, les deux enfants jouent, la mère est assise sur un banc de parc, elle regarde son téléphone 2 minutes. Le monde va dire « Hé, t'as-tu vu ça? La mère est sur son téléphone, elle ne s'occupe même pas de ses enfants. » Même situation, un père accompagne ses deux enfants au parc, les deux enfants jouent, le père est assis sur le banc puis il regarde son téléphone 2 minutes. Oh, c'est donc bien un bon père d'amener ses enfants au parc, il joue avec eux autres, il s'en occupe. Même affaire, même parent, même situation. C'est tellement vrai. OK, maintenant que tu dis ça, là, puis ça va peut-être toucher justement à d'autres points qu'on a déjà parlé, mais comme un père ben, je sais pas si on dirait monoparental, mais genre quand tu vois un père genre avec une poussette ou bien juste un père avec n'importe quel enfant, oh my God, genre, le dad, genre, il est tellement chaud, genre, c'est tellement beau de voir un homme qui s'occupe de ses propres enfants, puis c'est malade, puis quand tu vois une mère monoparentale ou juste une mère toute seule avec un enfant ou une poussette, t'as tout le temps comme l'image de genre la mère qui est comme dépassée, puis qui est fatiguée, puis ci, puis ça. C'est tellement une perception différente qu'on a. C'est fou. On s'entend que la raison pour laquelle elle est peut-être fatiguée, c'est peut-être parce que c'est la seule qui se lève la nuit pour s'en occuper des enfants. Puis le père, lui, s'il a l'air reposé et serein, c'est peut-être parce qu'il s'en occupe pas du restant de la semaine. Tu sais, là, encore une fois, là, j'extrapole, OK? C'est la maman fâchée à moi, alors que pourtant, je pense que chez nous, on a une répartition des tâches vraiment égale, mais c'est cette vision-là qui est comme imposée, puis que nous autres, notre valeur là-dedans est juste pas aussi grande. Puis encore une fois aussi, c'est qu'après ça, moindrement que tu chiales, ah là, t'es la méchante, t'es une mère qui n'est pas reconnaissante du rôle qu'elle a, puis qui n'est pas capable de reconnaître à quel point elle a la chance d'avoir mis au monde des enfants. Mais non, c'est pas ça. Voyons donc, on les aime, nos enfants, on les aime de tout notre cœur. Mais j'ai-tu le droit de chialer une fois de temps en temps que j'aimerais ça dormir 2 heures de plus? Tu sais, c'est rendu là, c'est mal vu. Puis encore une fois, aussi, une autre affaire qui est mal vue, c'est rendu plus normalisé, mais le retour au travail, tu as tout le temps tu peux pas choisir la bonne chose. Si tu veux rester à la maison avec tes enfants puis que tu es bien à la maison, ben, ah là, tu as abandonné ta carrière, tu n'es pas féministe, tu t'oublies pour tes enfants. Puis au contraire, si tu veux retourner au travail parce que tu n'es juste pas le genre de personne qui peut et qui veut rester à la maison à la semaine longue avec une maisonnée pleine d'enfants, que toi, tu te sens plus épanoui à continuer ta carrière tout en élevant tes enfants, ah ben là, tu abandonnes tes enfants, et tu les élèves pas sur le sens du monde, tu n'as pas d'instinct maternel. Fait que finalement, c'est quel qu'il faut faire? Rester avec eux autres ou aller travailler? Bonne question. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai demandé à mon chum l'autre jour, j'ai dit si, parce qu'on veut pas encore avoir des enfants bientôt, là, on n'est pas prêt. Fait que j'étais comme si par le temps qu'on veut avoir des enfants, il y a une technologie qui fait que l'homme peut porter l'enfant. Est-ce que tu le ferais, genre? Mais il a pas tant répondu. Il a été comme. Je pense qu'il n'ose pas dire non, mais clairement, il voudrait pas, là. Ben là, il n'y a rien qu'à dire oui, parce que c'est quoi les chances que ça arrive, là? Ouais, c'est ça, je peux bien rêver. Ben, en fait, ça me fait penser à, justement, quand le dernier point que tu disais que le corps, là, qu'on s'attend à ce que les femmes retournent à leur corps d'avant, genre en comme 2 semaines, postpartum. Ben, ça, je dois dire, là, pour être honnête, j'allais ne pas le dire, puis là, je viens de demander, je suis comme, il faut que je le dise. C'est une des raisons pourquoi j'avais demandé ça à mon chum. Parce que, même si je sais que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas encore prête. Puis je suis bien honnête avec ça, là. Mais c'est le fait que je ne suis pas prête à perdre mon corps de... Pas de jeune, mais c'est ça. Moi, ça m'affecte vraiment les concepts de la société. Là, maintenant que j'y pense, le rester jeune, puis les concepts de la femme, puis c'est quelque chose qui me fait peur, justement, d'après avoir mes enfants, de plus me reconnaître ou, tu sais, des trucs comme ça. Puis encore une fois, ça vient de ça, justement, là, ça vient de la pression sociale.
Oui, puis c'est parce que souvent aussi, c'est qu'on va voir beaucoup des stars de télé ou bien des influenceurs ils accouchent, puis ils prennent une photo avec leur nouveau-né, puis ils ont déjà plus de ventre ou des choses comme ça. Puis rendu là, il y a des gens pour qui leur métabolisme va leur permettre, puis c'est correct. Mais il faut être capable de comprendre aussi qu'il y a certaines de ces stars-là que c'est leur job une fois que le bébé, une fois que le bébé est arrivé. Ils ont des entraîneurs privés, ils ont du monde qui sont là, puis des nutritionnistes qui font rien que les suivre. Ils vont avoir des suivis médicaux pour pouvoir recommencer à s'entraîner la seconde où est-ce qu'ils peuvent se le permettre. Fait que, en tant que nouvelle mère, pour vrai, tout ce qui se passe en termes de changement physique, en termes de changement de vie à t'occuper d'un enfant, en tant que changement hormonaux, oh my God, devoir penser à ce que tu as l'air puis de revoir ton corps d'avant, là, ça devrait même pas être légal avant que ton enfant ait 6 mois. Mais, encore une fois, il y a souvent des commentaires. Moi, quand j'ai accouché, j'ai perdu mon ventre, le gros de l'enflure, quand même vite. Après ça, ça l'a stagné, puis c'est resté de même depuis longtemps. Là. Et des choses que je me suis fait dire souvent au début, c'est Oh my God, t'es revenue tellement petite vite, ou bien justement, ça paraît même pas, ou des choses comme ça. Puis justement, c'est des commentaires qui se veulent être gentils, puis c'est vrai que c'est correct. Mais moi, je le sais que mon corps est différent. Je le sais que j'ai un mou de gras de bédaine que j'avais pas. Fait que là, je me dis, OK, ça a l'air de ça, mais comme tel, ça ne l'est pas. Puis si j'ai un deuxième enfant, puis que finalement, après le deuxième enfant, je ne le repars pas aussi vite, le poids, tu sais, comment je vais me sentir rendu là? Fait que, Ouais, c'est ça, ça te conditionne à penser comme, OK, là, c'est bien parce que j'ai perdu le poids. Fait que si je le perds pas ou si j'étais pour reprendre du poids, ça veut dire que c'est plus bien, genre? c'est ça. Puis je dois dire, au début, justement, vu que j'ai désenflé vite, parce que rendu là, je pense même pas que c'est une perte de poids, c'est juste parce que tu désenfles, là. Moi, en plus, vu que j'ai eu une césarienne, j'ai eu un soluté, fait que, tu sais, j'avais comme gardé l'eau, là, et mes pieds rentraient même plus dans mes sandales pour sortir de l'hôpital, là. Mais je me rappelle après ça, mais je me mettais pas de pression parce que je crois pas à ça, me mettre de la pression par rapport à mon corps. Mais je me rappelle à un moment donné, quand mon fils a eu genre 6-9 mois, de me dire Ouais, ben ma bédaine, elle n'a pas encore plus redescendu que 2-3 semaines après l'accouchement. Là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aussi, ça? Mais comme tel, j'ai besoin de faire quelque chose? Oui, je vais me sentir bien. Oui, je vais être en forme. Oui, blablabla. Mais, encore une fois, le fait d'avoir désenflé vite, ah ben là, comment ça, ça n'a pas continué? T'sais? Mais tu dis ça, puis je trouve ça, ben, pas bizarre, mais comme je sais que je t'ai fait ce commentaire-là aussi. Oui, Parce que, mais encore une fois, peut-être que tu dis que c'était le contraste de comme quand t'étais full enflé avant. Mais moi, dans ma tête, genre, pas longtemps après que t'as accouché, surtout dans ton visage, je dois dire, là, j'avais l'impression que t'étais vraiment plus mince que même avant d'accoucher. Fait que moi, personnellement, c'était quelque chose que j'étais comme, oh my God, genre, je sais qu'il y a que ça peut être un problème. Justement, il y a beaucoup de femmes que, mettons, ils tombent enceintes puis que là, ils commencent à avoir un problème de nourriture, comme on a parlé dans l'épisode 3 en fait, que tu peux développer comme un problème. C'est quoi pas un problème de nourriture, mais c'est trouble alimentaire. un trouble alimentaire, c'est ça, parce que justement, tu veux pas grossir ou qu'après, une fois que tu as accouché, là, tu es tellement genre obsédé à perdre ton poids que tu manges pas assez puis tout. Puis en fait, je dois dire qu'une des raisons pourquoi j'ai peut-être pensé ça pour toi, c'est parce que je sais que moi, c'est quelque chose qu'il faudrait que je regarde pour être sûre que je fais pas ça à cause de mon passé de troubles alimentaires. C'est un autre truc que je suis comme, genre, faut vraiment que je fasse attention parce que ça pourrait très bien arriver. Fait que quand toi, j'ai vu que tu as perdu beaucoup de poids, on aurait dit que ça allait sonner une alarme dans ma tête, puis j'étais comme, oh my God, est-ce que c'est un problème, genre? Mm-hmm. Mais... Mais c'est ça. Puis je pense qu'ici, en général, c'était plus accepté de reprendre, peu importe, de reprendre son poids ou pas à son rythme, ça serait moins problématique. Puis rendu là, ça serait acceptable, tout, là. Fait qu'encore, je dis ça, tu sais, les gens qui m'ont fait ces commentaires-là, là, c'est vraiment pas, si je dis pas ça, tu sais, de façon méchante ou quoi, mais ça reste que c'est une attente que la société a envers les femmes. Puis c'est ça, une fois que tu as tes enfants, après ça, il y a plein d'autres affaires dont on pourrait parler, puis je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle de ce point-là. Mais tu sais, une fois que tu décides de bel et bien retourner au travail, ben, il faut que tu sois capable de bien balancer le travail puis la vie de famille, là. Tu sais, il faut que tu sois présente au travail. Il ne faut pas que tu t'absentes trop souvent parce que ton enfant est malade. Puis il faut que tu sois toujours disponible pour ton enfant parce que c'est la priorité. Mais tu sais, c'est pas toujours réconciliable parfaitement. Mais ça aussi, en tant que mère, tu es censée être capable de balancer ça parfaitement. Fait que c'était le point 5. À rediscuter si ça vous intéresse de encore parler de maternité dans la vie. Nous le direz dans les commentaires ou dire OK, c'est beau, Marie, on en a assez entendu parler.
passe à d'autres choses. En plus, là, parlant de commentaires, je vais juste le dire là avant que j'oublie à la fin. On utilise le site Anchor pour diffuser notre podcast, là. Puis, j'ai trouvé, il y a une place sur le site de Anchor, Anchor, où est-ce que vous pouvez nous envoyer des messages vocaux, genre des questions vocales. Fait enregistrez vous-même, c'est comme un message vocal, je vais le répéter 14 fois. Mais ça serait cool si jamais vous voulez nous envoyer des questions, genre vous pouvez aussi aller sur ce site-là pour qu'on puisse même mettre votre voix dans le podcast si jamais vous voulez. Ça serait cool. Ouh, vraiment! Parfait. Donc, numéro 6, cela avec un peu de chance, ça va être moins long. Une chose que la société impose aux femmes, c'est il faut être naturellement belle. Oui, naturellement belle, je comprends tellement. Là. Le fait que, mettons, tout le monde veut que tes cheveux soient parfaits, genre que tu n'aies pas genre de cheveux qui dépassent, il faut que tu aies des grands yeux, des belles lèvres, un beau teint, que ta peau soit parfaite, mais que le monde ne veuille pas que tu aies ce look-là à cause du maquillage. Parce que non, si tu as besoin de maquillage, c'est pas... Non, la fille apporte bien trop de maquillage, c'est pas pour moi. Moi, je veux une fille naturelle. Il y a tellement de gars qui disent ça, oh my God. Moi, je veux une fille naturelle. J'aime bien plus les filles naturelles que les filles fake. Sauf que, genre, les filles naturelles qui ont l'air de quelqu'un de normal, non, ça, non. Faut que tu sois belle, faut que tu sois hot, genre. C'est ça. Tu veux quelqu'un qui est au naturel, quelqu'un qui ne va pas passer 3 heures à se faire les cheveux, pas quelqu'un qui va avoir 45 000 produits de maquillage, mais il faut quand même que, c'est ça, sois belle au naturel. Fait que si naturellement, tu n'as pas ce que la société pense qui est beau, encore une fois, ben là, je sais pas quoi te dire. Là. Tant pis pour toi, tu sais. C'est très vrai. Puis ça, encore une fois, je porte beaucoup moins de maquillage qu'avant, mais comme pendant longtemps dans ma vie, j'ai porté énormément de maquillage, surtout au secondaire, au cégep, même à l'université. Puis c'était clairement à cause de ça. Je me trouvais pas belle avant de commencer à porter du maquillage. Puis là, j'ai commencé à porter du maquillage, puis j'étais comme « Oh my God! » Genre, je suis tellement plus belle maintenant, j'ai l'impression d'avoir tellement plus de traits que la société aimait puis disait qu'ils étaient beaux. Fait que là, j'ai commencé à devenir accro puis à tout le temps porter du maquillage jusqu'au point où est-ce que je voulais jamais ne pas porter de maquillage. Genre, je voulais pas que le monde me voie sans maquillage. Puis ça devient tellement toxique parce que ça fait que plus que je me voyais avec du maquillage, moins que je me trouvais belle au naturel, ce qui fait que je porte encore plus de maquillage. Puis c'est comme un cercle vicieux qui fait que ça t'empêche d'avoir le temps de t'aimer pour quitter, genre parce que t'es tout le temps en train de te cacher derrière ça, genre. Ouais, puis tu sais, de notre côté, toutes les deux, toi puis moi, on porte du maquillage pas mal au quotidien. Puis, tu sais, de notre côté, c'est pas comme ça, on est en train de dire, ah, mais non, le maquillage, c'est pas bon, quoi que ce soit. C'est sûr que ça peut te donner de la confiance en toi, ça peut t'aider ou ça, mais c'est ça, faut faire attention des fois à pourquoi est-ce qu'on en met. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour les autres? Parce que comme de faire ce choix-là, d'en mettre, c'est correct. Si justement, pour rehausser quelque chose, moi, mettons, là, ces temps-ci, j'enseigne à la caméra, puis j'aime ça mettre un petit peu des cachets parce que je trouve qu'ils ressortent particulièrement à la caméra. Mais comme tel, c'est aussi parce que je me regarde à journée longue dans la caméra aussi. Je ne veux pas le faire pour les autres. On s'entend que mes étudiants là, pensent qu'ils n'en ont rien à foutre, mais encore là, on ne le sait pas. Puis, c'est difficile de s'en dissocier. Ça reste que la fin de semaine, je ne me maquille pas, mais dès que j'ai un cours, là, c'est officiel que je me maquille. Puis là, j'ai commencé là, cette session-ci. Quand j'ai des rencontres avec des collègues, là, que ça dure juste comme 15 minutes, 30 minutes, là, ça va m'arriver de ne pas me maquiller. Puis j'y pense à chaque fois, là, avant de starter, puis de me dire « il est trop tard, de quoi j'ai l'air? » Mais comme tel, en quoi est-ce que ça va changer le fait que je suis compétente ou pas dans ma job? Mais après ça, tu te présentes à la job pour la première fois, pas de maquillage, puis ils m'ont dit « Ça va-tu? T'as donc bien l'air fatiguée? » Oh my God, ça c'est tellement agaçant. Mais moi, tu vois, ces temps-ci, là, justement, dans les dernières années, que j'ai appris à le point, c'est même pas par rapport... C'est-tu par rapport au maquillage? Je sais même plus si c'est par rapport... naturellement belle, qu'on a de la pression d'avoir l'air belle au naturel, oui. Oui. Parce que tu dis justement que les deux, on se maquille au quotidien. Moi, c'est rendu que je me maquille presque jamais, sauf quand il le faut. Comme là, on filme le podcast et je me maquille. Quand je fais des vidéos YouTube, mais il y a des fois où est-ce que je me maquille pas à cause de mes problèmes de peau, mon eczéma. C'est pas bon de mettre du maquillage. Fait que maintenant, j'ai été forcée. Puis en fait, ça, c'est une des raisons que j'étais quasiment contente que ce soit arrivé pendant la pandémie. Même si d'un côté, je me dis, est-ce que c'est arrivé à cause de la pandémie? Mais tu sais, je me dis, au moins, on voit moins de monde. Fait que ça m'a aidé, ça m'a donné du temps, genre, pour
pouvoir ne pas me maquiller puis commencer à plus m'apprécier. Puis maintenant, genre, dans la vie de tous les jours, si j'ai pas besoin, je suis forcée à cause de ma peau à ne pas mettre de maquillage. Par contre, ce qui m'aide là-dedans, c'est que justement, à cause de mon eczéma dans mon visage, c'est tellement rouge tout le temps, puis c'est tellement genre sec que clairement, je me trouve atroce. Là. Quand j'ai des crises d'eczéma dans le visage, genre, je me trouve vraiment pas belle. Mais ça a le fait que quand j'ai pas ces crises d'eczéma-là, je me trouve tellement belle, pas de maquillage. On aurait dit que ça m'a aidé à m'apprécier pour qui j'étais parce que justement, je me suis tellement vue pire, dans un sens, je me sens entre guillemets. Pour moi, à mes yeux, c'était tellement pire quand j'ai mon eczéma que là, c'est rendu que je me trouve full belle, pas de maquillage. Puis c'est tellement libérateur, puis en même temps, ça prouve encore une fois que c'est un concept qu'on a dans notre tête parce que ma face, c'est la même face. Là. Ma face, elle n'a pas changé depuis entre 24 puis 26, à part des rides, bien sûr, comme j'aime m'en plaindre. Mais tu sais, je suis la même personne, là, puis pourtant, quand j'ai pas de maquillage aujourd'hui, je me réveille, puis quand j'ai pas de rouge en face d'eczéma, je me trouve donc belle. Puis, je suis allée, justement, on a vu à distance, en fait, on est allé faire du ski avec... À distance, c'était pas à distance, parce qu'on était dans nos kits de ski. On est allé skier avec des amis de mon chum la fin de semaine passée, puis j'ai pas mis de maquillage, parce que justement, là, je vois plus l'intérêt, justement, de mettre du maquillage quand tu t'en vas skier. En plus, qu'on a la face couverte, puis que c'est pas bon pour ma peau, tu sais. Puis, on aurait dit que je retombais dans ce côté full insécure-là parce que ces amis-là, ils m'ont jamais vue sans maquillage. Ils m'ont tout le temps vu à chaque fois que je les voyais l'année passée, pas l'été passé, mais l'autre été d'avant, il fallait tout le temps que je sois parfaitement préparée. Puis, j'avais tout le temps cette image-là que j'essayais de donner. Puis, on aurait dit que l'insécurité que j'avais d'il y a 2 ans m'est revenue aujourd'hui parce que je revoyais ce monde-là qui ne m'avait pas encore vu. Fait que là, je me reprojetais à travers leurs yeux de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'eux vont penser? » Quand que moi, j'avais plus aucun problème à pas être... Tu sais, je me trouvais belle sans maquillage, mais là, je recommençais à me trouver laide parce que j'avais peur que le monde me juge. C'est Non, tellement... c'est on fait on vit dans le regard des autres. Et ça, on peut dire qu'on s'accepte autant qu'on veut, mais après ça, justement, si on a peur de ce que les autres vont penser, ben, on retombe dans des vieux patterns. Mais c'est ça. Je pense que rendu là, moi aussi, c'est sûr que non, je suis même pas capable d'imaginer le jour où est-ce que j'ai renseigné sans avoir. Ben, tu sais, je me maquille pas beaucoup, on s'entend, là. Je suis pas vraiment quelqu'un qui. Je mets jamais aucun maquillage de visage, c'est du fond de teint ou bien du bronzer ou des choses comme ça, j'en mets pas. Mais c'est ça. Tu n'es pas capable d'imaginer que je ne mettrais pas de mascara puis de cache-cerne pour aller enseigner, là. T'sais. Mais c'est ça, il faut être naturellement belle, par exemple. Pas trop, mais pas assez. Bonne chance. OK. Point 7. L'ambition chez les femmes est mal vue. Ça, je sais pas si... Je pense que c'est peut-être plus avant. J'ai l'impression que ça commence à changer, justement, là. Parce que de plus en plus, justement, les femmes prennent de la place dans le domaine du travail. C'est trop pas... l'espace du travail, en tout cas. Le marché du travail. Le marché, c'est ça, le marché du travail. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été ça. Je vais te laisser parler parce que clairement, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Mais l'ambition chez les femmes est mal vue. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus au travail. Il y a moins de tabous à retourner au travail quand on a des enfants. Là. On s'entend, on en a parlé tantôt que c'est pas parfait, mais c'est beaucoup plus accepté. Mais ça reste qu'une femme qui est ambitieuse, puis qui sait où est-ce qu'elle s'en va, puis qui parle plus fort que ce qu'elle devrait, est quand même mal vue. Tu vas quand même te faire appeler contrôlante. Tu vas quand même te faire dire que tu es égoïste, que tu es carriériste, que tu es une bitch. Ça, là, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, même nous, entre femmes, pour se décrire, puis que le monde dit « Ah, ben oui, c'est ça, mais elle veut tout contrôler, elle veut décider, c'est une germaine. » Puis pourtant, un homme qui aurait la même position de pouvoir ne serait sûrement pas appelé comme ça. Tu sais, dans le temps que Donald Trump était contre Hillary Clinton pour la présidence, tous les mots qui ont été utilisés pour décrire Hillary, tu sais, elle a soif de pouvoir, c'est ça, elle va castrer, c'est une femme castrante. Tu sais, des choses comme ça, comme si le fait que la femme veut avoir du pouvoir ou bien, puis encore une fois, tu vois, je me surprends, le pouvoir, je l'ai mis entre guillemets, parce que ça serait pas bien d'associer le mot pouvoir avec une femme. Tu sais, une femme qui veut avoir sa place, qui, c'est ça, veut diriger, ben là, non, ça c'est une bitch, elle est contrôlante, ballbuster, hein, c'est ça, castrante, des choses comme ça. Fait que même si les femmes sont de plus en plus là, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien acceptés ou qu'ils vont avoir des relations de travail qui sont facilitées.
de leur sexe. Parce que c'est pas facile pour certains hommes d'avoir au-dessus d'eux autres une femme. C'est vrai que là, tu vois, je vais dire ça pour... c'est parce que depuis le début, j'ai l'impression que moi, toutes ces pressions sociales-là m'affectent beaucoup. Ça, c'est là le point à date, là, je dirais que j'ai l'impression que qu'il m'affecte pas, puis que je sais pas si j'ai juste jamais été au courant ou que ça me l'a jamais été inculqué ou que ça a juste jamais fait partie de ma vie en général à cause de la job que je fais. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas quelque chose que je vois négativement. Par contre, j'entends tes exemples, puis c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de trucs par rapport à Hillary Clinton, puis juste ça fait du sens en fait, là, que quand tu es dans un domaine. Je pense que c'est quand tu es dans un domaine où est-ce qu'il y a des hommes. Tu sais, comme moi, je fais mon domaine, ben oui, il y a des hommes dans le domaine, mais comme en ce moment, mettons avec YouTube, là, tu sais, je me bats avec moi-même. Là, tu sais, à moins que tu aies la mentalité qui est négative de te comparer aux autres. Mais sauf qu'en général, tu sais, toi, moi qui ferais bien dans ma job, n'enlève rien à quelqu'un d'autre. Tandis que c'est vrai que dans un environnement, peut-être de travail dans des bureaux où est-ce que tu essaies de monter de position, peut-être que là, il y a plus de comparaison puis que c'est là que ça paraît plus. Mais moi, je suis contente de me rendre compte que justement, ça ne m'affecte pas puis que moi, je vois beaucoup, beaucoup de termes positifs à justement la connotation d'être une femme de pouvoir puis comme d'avoir beaucoup d'ambition. C'est quelque chose que je mets énormément de valeur ou qui a beaucoup de valeur. En tout cas, je le dis de la bonne façon, là. Oui, que je valorise. Pour toi. Oui, c'est ça, c'est très important pour moi, puis j'ai jamais vu ça comme quelque chose de négatif, fait que je trouve ça le fun. Enfin, un point qui ne te concerne pas. Mais je dois dire que moi, c'est sûr que j'étais en enseignement, puis l'enseignement est quand même plus dominé par les femmes, surtout au primaire, au secondaire. Là, rendu au cégep, il y a pas mal... Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont profs. Mais ça reste que, justement, là, on a une nouvelle... Ben, on n'est pas aux États-Unis, mais les États-Unis ont élu un nouveau président, puis la vice-présidente Kamala Harris, c'est la première vice-présidente féminine femme de l'histoire. Puis, tu sais, c'est complètement fou de penser qu'elle est là, mais ça reste que il y a des choses qui se disent par rapport à elle, puis par rapport au fait qu'elle prend la place d'un homme ou que les femmes sont beaucoup trop émotives pour être en ou dans plein d'autres positions, hein? Parce que nous autres, hein, c'est ça. On va avoir, c'est quoi, nos SPM avant nos règles, là, puis ça nous rend complètement folles, là, puis on n'a aucun jugement, puis on est tellement émotive. Hey, je m'excuse, avez-vous vu Donald Trump dans les 4 dernières années? Il n'allait pas me dire que lui, il ne laissait pas ses émotions parler quand il disait n'importe quoi, là. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve tellement parce que en plus, j'ai jamais expérimenté. Tu sais, comme moi, mes règles, il n'y a pas vraiment d'impact sur moi, ça ne change pas mon mood, je ne saigne pas tant, j'ai pas tant d'écran. Tu sais, comme je suis vraiment chanceuse par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui m'affecte quasiment pas du tout. Fait que quand c'est justement que le monde utilise ça comme exemple, je suis comme, ça a tellement pas rapport, genre, je comprends même pas de quoi que vous parlez. Genre, tu sais, oui, je suis quelqu'un d'émotif dans la vie, puis je dis pas que je suis pas émotive ou quoi, que je me laisse pas emporter par ma colère puis tout, mais sauf que ça reste que cet exemple-là en particulier, le fait que les femmes qui ont leurs règles ou le pré-SPM, justement, là, avant d'avoir ces règles, je suis comme, ça n'a tellement pas rapport. T'es qui pour savoir que si ça m'affecte ou pas, quel impact que ça a pour vrai sur nous, c'est comme, ça m'énerve vraiment, moi. Oui. Puis aussi, dans les milieux de travail, c'est rendu illégal pour des employeurs de congédier les femmes qui sont enceintes ou des choses comme ça. Mais ça reste qu'il n'y a pas de loi pour un employeur en entrevue de demander. Puis dans les prochaines années, est-ce que vous pensez commencer une famille? Parce qu'un employeur, ça peut influencer son choix de dire, OK, c'est beau, ben, elle va manquer 1 an dans les prochaines années, elle va partir en congé de maternité. Puis il y a du monde qui perd des opportunités pour ça. Puis moi, mon chum, dans le passé, à qui j'ai donné des semaines de congé parental, a potentiellement perdu des opportunités de travail à cause de ça. Puis oui, OK, c'est un homme, mais la raison pour laquelle il a perdu ces opportunités-là, c'est qu'il a pris le rôle de la femme, puis il a pris un congé qui était prolongé, chose que c'est pas tous les hommes qui font. Fait que si ça avait été une femme, à partir encore plus longtemps que lui, c'est officiel, oublie ça, cette promotion-là, impossible. Là. Fait que, encore une fois, il y a des lois, il y a des mesures contre ça maintenant, ce qui rend la chose beaucoup plus équitable, mais ça serait de mentir de dire que ça n'a pas des impacts pour certaines personnes. Et voilà. OK. Hey, point 8. On est un long aujourd'hui, hein? On est au dernier point. Ouais, nous qui voulons... Ben là, en plus, nous, on voulait faire une liste de 10 trucs pour y aller avec 10, parce que ça sonne bien. Une chance qu'on n'a pas fait 10, hein, on dormirait ici. Ben, en tout cas, si vous nous écoutez encore, le 8,
conclut bien tout ça, je pense. Puis, ça agence bien avec le concept, puis notre podcast en général. La société, c'est quelque chose qui, je pense pas, impose, mais entre nous, il y a beaucoup de rivalité entre les femmes. On se fait mettre les unes contre les autres, puis on se rend jalouses les unes les autres de tout ce qu'on vient de nommer. C'est tellement vrai. Toutes les pressions exercées par les 7 points précédents font en sorte qu'entre nous autres, on ne s'aime pas. Entre nous autres, on est jalouse. Entre nous autres, on est des rivales. Puis même, là, je veux dire, parce que le point parle de entre nous autres, mais même envers nous-mêmes, comme quand je disais justement que je me mets beaucoup de pression de rester jeune, puis tout, tu peux t'haïr parce que justement, comment ça, je suis pas capable de faire le travail puis l'enfant en même temps, tu sais, c'est tellement des trucs qui sont dans notre tête qui fait que genre on se rabaisse nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on se rabaisse beaucoup entre nous aussi. C'est tellement vrai. On se juge, on se traite de bitch entre nous autres. Là, tantôt, quand je disais ça, le mot, là, qu'on dit ça, puis c'est tellement diminutif, c'est tellement... Mais c'est pas juste entre hommes, c'est pas juste des hommes qui nous traitent de ça. Nous autres aussi, on se traite de ça entre nous autres. Là. Puis est-ce que c'est parce que... Excuse, est-ce que c'est parce que c'est cool? Est-ce que c'est pourquoi est-ce que tu penses qu'on fait ça? Eh boy. Mais tu sais, il y a souvent cette phrase-là, là, tu sais, « Ah oui, non, mais moi, je suis pas comme les autres. » Hein? Pas comme les autres filles. Ouais, moi, je suis pas comme les autres filles. Tu sais, dans les films, là, la protagoniste, là, la fille principale, elle n'est pas comme les autres filles. Parce qu'on est venu tellement qu'à se diminuer entre nous autres, puis les femmes, en général, c'est tellement superficiel, ou c'est tellement ci, ou c'est tellement ça, qu'il y a une valeur à pas être comme les autres filles. Alors qu'au contraire, je m'excuse, là, mais les femmes sont hot, puis sont fortes, puis sont capables justement d'avoir une carrière, puis une famille, puis sont capables de balancer tellement de choses, puis sont capables... Ça me tente, moi, d'être comme les autres femmes, là. Ben, c'est comme la tune de Hailey Steinfeld, la tune Most Girls. C'est ça que ça dit dans les paroles, justement. Genre, c'est au début du vidéoclip, il y a un gars qui lui dit genre, il est full intéressé par elle, puis il dit comme je t'aime full, genre, t'es pas comme les autres filles. Puis elle, ça la fâche, puis elle parle dans la chanson de faire comme pourquoi est-ce que je voudrais pas être comme les autres filles? On est fortes, on est ci, on est ça, on peut faire tellement d'affaires. Puis, dans le fond, moi, c'est ça qu'elle disait. Genre, je veux être comme most girls, comme la plupart des filles. Puis c'est vrai que moi, je suis tombée dans ce panneau-là pendant longtemps, je pense, d'essayer d'être différente ou en tout cas de dire, justement, de se valoriser en pensant que t'es pas comme les autres. Mais finalement, tu fais juste te rabaisser, genre, en disant ça. Puis tu rabaisses tout le monde aussi. Oui, je pense que c'est ça. C'est qu'on se rabaisse entre nous autres en disant ça, on rabaisse toutes les autres filles en disant que nous autres, on est meilleures et on est différentes. Fait que toutes les choses, le fait que justement, on se maquille ou qu'on met de la valeur à de quoi on a l'air ou des choses comme ça, des choses qu'on n'a pas toujours tant de contrôle parce qu'on a grandi avec ce discours-là dans notre tête. Mais après ça, sans nécessairement vraiment s'en dissocier ou vraiment être capable de ne pas être influencé par ça, mais non, mais moi, je ne suis pas comme les autres filles, là. Moi, j'ai pas besoin de maquillage. Moi, j'aime ça, le sport. Moi, j'aime ça, le baseball. Mais non. Voir qu'il n'y a pas aucune autre fille qui aime le baseball dans la vie. Tu sais? Ouais. C'est tellement vrai. C'est comme le monde qui dit, mais qui n'ont jamais eu d'injection. Il y a beaucoup de célébrités qui disent moi, c'est pas mon genre. Genre, je suis pas ce genre de personne-là. Souvent, on entend ça. La fille, elle met pas mettons, tu te mets pas de maquillage. Non, moi, je suis pas ce genre de fille-là. Genre. C'est comme, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme, ça veut rien dire, mais il y a tellement une connotation négative derrière ça. C'est vraiment, on se juge beaucoup, entre autres, ouais, entre nous. On se juge beaucoup, puis justement aussi, tu sais, veux pas, là, nous, notre podcast, on dit sans jugement ou quoi que ce soit, mais ça reste que dans certaines choses qu'on a peut-être dit plus tôt dans le podcast aujourd'hui, on porte quand même certains jugements sur du monde qui sont influencés par l'idée qu'il faut rester jeune ou être belle naturellement, blablabla. C'est comme un cercle vicieux, puis entre nous autres, on se donne pas beaucoup de latitude, là. Puis encore une fois, même aussi, entre mères, sur des pages Facebook de jeunes mamans, le monde se juge tellement de prendre certaines décisions pour nos propres enfants, des choses comme ça. Fait que on ne se supporte pas assez entre nous autres, puis ça fait en sorte que, justement, après ça, faut que ça crée un esprit de compétition qui fait qu'il faut encore être plus belle, encore plus mince, encore plus haute que l'autre. Parce que ce sur quoi on met de la valeur, c'est pas de la solidarité, c'est notre individualité à représenter un certain standard de société qu'on ne sait pas d'où il vient.
Hmm. Mais moi, je veux juste revenir sur le fait que tu as dit justement qu'on a porté des jugements. S'il y a quelqu'un qui écoute ça, qui pense qu'on a été négatif d'une certaine façon, moi, là, je pense que le point, en tout cas personnellement, que j'essaie d'apporter, c'est le fait que de changer ton corps va pas changer la façon que tu te vois, genre, puis il y a d'autres moyens d'arriver à ça, mais je juge vraiment pas le monde qui change leur corps parce que, justement, je l'ai tellement considéré, genre, puis que Ouais. je sais que je vais sûrement, tu sais, encore une fois, avec mon eczéma, je me gratte énormément le cou, puis genre, ma peau de cou est vraiment plus flasque, puis je m'imagine clairement avoir un neck lift, genre, à 35 ans, s'il le faut, genre, tu sais, je suis pro ça pour tous ceux que t'as pas aidé, fait que je veux vraiment pas que le monde pense que, genre, on a porté un Ouais. jugement. Donc, peut-être qu'on s'est mal exprimé, genre. Non, non, mais je disais pas ça parce que je pense que ça, c'est juste parce que, justement, ces choses-là qu'on dit aujourd'hui, personne n'est à l'abri de penser comme ça. Puis, tu sais, là, on est là, puis on va pouvoir, justement, essayer d'aider le monde de par ces conversations-là à avoir une prise de conscience puis s'élever au-dessus de ça. Mais justement, tu sais, aujourd'hui, tu l'as dit à peu près tous les points que ça t'affecte puis que ça t'influence. C'est Puis ça, là. Moi, j'essaie juste de on n'est pas au-dessus de ça, pas en tout, là. Mais c'est juste une réalité qu'il faut comprendre. Puis justement, essayer de faire attention, de ne pas se juger soi-même puis de ne pas juger les autres quand on est capable de se dissocier de certaines de ces pensées-là, genre. Ouais. Puis je pense que Et les autres. d'être au courant qu'on fait ça, ça aide déjà. Parce que je pense que j'en ai parlé, c'est-tu dans le dernier épisode où je sais plus trop, parce que je disais que j'étais quand même quelqu'un de jalouse, puis que je me comparais beaucoup avant. Puis justement, une façon de d'essayer de me sentir mieux, c'était de rabaisser les autres, genre. Puis maintenant, je me rends compte à quel point ça aide tellement pas, puis c'est juste tellement toxique. Puis maintenant, j'essaye de lever, uplift tout le monde parce que ça... En plus, peut-être que c'est selfish de faire ça dans un sens parce que je le fais pour que ça me fasse me sentir mieux, mais je me suis rendu compte à quel point, genre, être positive et envers moi, mais surtout envers les autres, ça m'aide à avoir une meilleure vision de moi-même, genre. Fait que, tu sais, si tout le monde, toutes les filles, au lieu de justement se rabaisser puis d'être méchantes envers les unes les autres, genre, si on se complimentait puis qu'on s'aidait, genre, ça serait tellement malade, là, on aurait tellement de pouvoir, là. C'est... Tellement de pouvoir, exactement. Sur ce que je vous invite à faire, c'est d'aller nous rejoindre dans notre communauté Facebook. On a une page Facebook qui s'appelle Les Grandes Sœurs, puis c'est une page privée. On accepte pas mal tout le monde qui veut joindre à nous, mais on veut que ce soit un endroit que c'est pas tout le monde qui peut participer, tout le monde qui peut commenter. Puis c'est un endroit justement où est-ce qu'il n'y en a pas de jugement, là. On est pour poser des questions, pour parler de plein de sujets, mais sans porter un regard de jugement sur ce que les gens vont dire. Fait que, tu sais, il ne faut pas avoir peur de partager des choses là-dessus, là. Rectification. Tout le monde peut participer et écrire. C'est juste que c'est pas tout le monde qui peut voir. C'est une page privée. Fait que c'est pas, mettons, votre voisin qui va voir que vous avez écrit un truc personnel, genre. Puis c'est pas comme ça. On va juste ne pas accepter. Enfin, on va juste déliter le monde qui sont négatifs ou qui ont pas des bonnes intentions, là. Mais on va accepter tout le monde qui veut faire Oui, partie de la oui. page. Exactement, oui, tout à fait. C'est juste parce que c'est ça. C'est pas une page que n'importe quelle personne peut juste lire tous les commentaires puis les réponses. Quand vous vous confiez, bien, vous vous confiez à une communauté de monde qui veulent vraiment être là, pas juste quelqu'un qui ça l'a adonné, qui a tombé sur cette page-là, puis qui, Ouais. OK, parfait, je vais troller tout le monde. Fait que le nom de la page sur Facebook, c'est Les Grandes Sœurs au pluriel. On a aussi notre page Instagram, les.grandes.sœurs au pluriel. On a des points parce que les grandes sœurs étaient déjà pris. C'est qui? C'est qui les grandes sœurs sur Instagram, en tout cas? Mais, fait que c'est ça. Venez nous dire allô, vous pouvez nous poser vos questions dans un message privé sur Instagram ou sur la page Facebook. On veut être en contact avec vous, on veut vous parler parce que justement, on veut être vos grandes sœurs, mais on veut aussi que vous puissiez être nos grandes sœurs, nous conseiller si jamais vous avez des pensées sur l'épisode qu'on vient de faire. Oui, puis parce que Anso puis moi, là, on est loin d'avoir la vérité infuse, hein? Le savoir infus, là, nous autres, on parle de plein de choses, mais comme vos perspectives différentes, ça nous intéresse vraiment d'en entendre parler. Puis on peut revenir sur certains de ces sujets-là avec les idées que vous allez nous avoir données. Juste avant de quitter, un petit preview, un petit avant-goût. La semaine prochaine, on parle de relations amoureuses. De quoi? De relations amoureuses. De relations amoureuses. On Ou parle nos parcours amoureux, c'est ça? Ouais, on parle de relations amoureuses en général, de ce qu'on pense, de l'âme sœur, est-ce que ça existe? On parle de notre historique. On en a-tu couché avec 25, nous autres, ou pas? On va-tu se juger? Non. Parfait.
Ah, c'est full excitant! Oh, je vais aller faire ma liste. Non, c'est Bon, ben parfait. Fait qu'on vous laisse là-dessus. On espère que vous avez apprécié l'épisode particulièrement long d'aujourd'hui. Puis on se revoit la semaine prochaine. All right, bye! Bye.